Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Ça passe ou ça crache. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet autant passionnant que controversé, l'éducation positive. J'ai regardé la vidéo de la chaîne YouTube Le Crayon sur ce thème et notamment Cédric Rostin et franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que si l'intention est louable, respecter l'enfant, l'écouter, etc., comprendre ses émotions, je pense qu'on est en train de confondre bienveillance et laxisme, droit et responsabilité, égalité et confusion des rôles. Alors aujourd'hui, je vais répondre point par point aux principales idées très répandues dans cette vidéo sur l'éducation positive et vous proposer une vision de l'éducation peut-être plus équilibrée, plus concrète et surtout plus adaptée à la réalité. D'ailleurs, je vous mets dans la description la vidéo du crayon, n'hésitez pas à aller la voir, elle est super intéressante. Allez, c'est parti avec le premier argument de Cédric Rostin. Alors, déjà, je pense qu'il faut reprendre cette question pour la repositionner dans son contexte. Cette question ne se comprend que dans le contexte où l'enfant est un objet d'éducation. Donc, on oublie que c'est avant tout un sujet de droit, et donc c'est important de revenir là-dessus. La question, est-ce qu'il faut punir, est-ce qu'il ne faut pas punir ? Pour moi, la première question, c'est est-ce qu'il faut écouter l'enfant ? C'est ça le sujet, c'est qu'est-ce qui fait, et qu'est-ce qui fait qu'on va punir, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir besoin de punir, qui c'est qu'on va chercher à punir, et après on pourra interroger l'efficacité de la punition. Alors c'est vrai, avec l'éducation positive, on entend souvent dire « il ne faut pas punir, il faut écouter l'enfant ». Mais pourquoi opposer les deux ? Écouter un enfant, c'est nécessaire, mais poser des limites claires avec des conséquences, c'est tout aussi fondamental. Alors c'est vrai, avant 6 ou 7 ans, l'enfant a un cortex préfrontal encore immature. C'est cette zone qui gère l'inhibition des comportements, la régulation émotionnelle et la capacité d'anticiper les conséquences. Donc quand un enfant fait une bêtise, il n'a pas toujours la capacité de se réguler tout seul. Et plus tu es jeune, plus tu apprends par les conséquences concrètes, pas par des longues discussions rationnelles. Une étude publiée dans The Lancet en 2019 montre que l'encadrement ferme mais bienveillant réduit significativement les comportements agressifs et améliore la sécurité affective de l'enfant. Punir, c'est pas violenter, c'est cadrer. Et il ne s'agit évidemment pas de frapper ni d'humilier. La punition n'est pas une maltraitance, c'est une conséquence logique à un comportement inacceptable. Tu attends pas que ton enfant comprenne tout seul pourquoi on ne court pas sur la route. Tu l'empêches et tu le retiens. Et s'il recommence, tu réagis. La psychologue Diana Baumerin, célèbre pour ses travaux sur les styles parentaux, a montré que les enfants élevés avec une autorité démocratique, c'est-à-dire ferme et bienveillant, développent une meilleure estime d'eux-mêmes, plus d'autonomie et de meilleures compétences sociales. Un enfant sans limite, c'est un enfant qui ne sait pas où il peut s'arrêter. C'est stressant, c'est pas libérateur. Le rôle du parent, c'est de donner un cadre clair et stable dans lequel l'enfant peut évoluer en sécurité. Et ça passe par des règles et parfois par des sanctions. Le philosophe Alain disait « Éduquer, c'est faire faire à l'enfant ce qu'il n'aurait pas fait spontanément ». Par exemple, le respect d'autrui, aujourd'hui, elle est mal lunée, elle est fatiguée, je sais pas. Elle veut pas dire bonjour. Elle veut pas dire bonjour. À qui ? À d'autres personnes, Ok. voisins ou je sais pas qui, à quelqu'un qu'elle croise, à qui toi tu dis bonjour, elle veut Ok. pas dire bonjour. Donc tu fais quoi ? À 3 ans ? Je m'en Ouais. fous. Alors autant le dire tout de suite, moi je m'en fous pas. Parce que dire bonjour, c'est pas un caprice de parents frustrés d'autorité. C'est refuser d'apprendre la politesse sous prétexte qu'un enfant est trop jeune. C'est une énorme erreur éducative. Dire bonjour, c'est pas une formule vide, c'est un marqueur de civilité, un code social qui structure les interactions. Dans toutes les cultures du monde, il existe des rituels d'entrée en relation. Dire bonjour, saluer, faire un signe de la tête, c'est pas un caprice d'adulte frustré d'obéissance, c'est une base de vivre ensemble. Selon le sociologue Erving Goffman, ces rituels d'interaction sont essentiels pour maintenir l'ordre social. Refuser d'y participer, même enfant, c'est sortir des règles implicites de la société. Et dire « elle est trop petite pour comprendre », justement, à 3 ans, un enfant n'a pas la capacité d'en comprendre le sens profond, mais c'est le moment idéal pour lui apprendre. Dans la même façon qu'on lui apprendrait à se brosser les dents et à dire merci ou à ne pas taper. C'est pas une question de compréhension, c'est une question d'habitude. Il y a plein d'études en psychologie développementale qui montrent que les enfants acquièrent progressivement les compétences sociales par l'imitation et la répétition, bien avant d'en comprendre pleinement la logique. En ne les corrigeant pas, tu respectes pas plus ton enfant, tu lui transmets un message implicite, tu peux ignorer les autres sans conséquence. Mais dans la vraie vie, un enfant mal socialisé se retrouvera exclu, mal perçu, isolé. Et ça, c'est pas de l'éduquer à la liberté, c'est le condamner à l'incompréhension sociale. Et c'est super intéressant parce que tu as utilisé l'expression garçon manqué. Et je trouve ça intéressant parce que tu verras que l'expression fille manquée n'existe pas. Ouais. Parce que dans les stéréotypes de genre, on va valoriser la position du masculin en fait. Donc
De la même manière que ta fille, elle peut se déguiser en chevalet, ou plutôt en chevaleresse, en l'occurrence. Non, t'aimes pas. Mais ça existe. Plutôt en chevaleresse. Tu vois, mais même le fait que tu veuilles utiliser chevalier, tu vois, c'est que se rapprocher du masculin, tu l'acceptes, mais qu'un garçon se rapproche du féminin, c'est pas possible. Et en fait, ça, c'est une vraie forme de sexisme intériorisé, tu vois. Il y a un vrai dénigrement de la femme, quand même, derrière ça. Franchement, c'est juste hyper agréable. Je me demande pourquoi j'ai attendu 40 ans pour mettre une jupe. Alors certains affirment que si un garçon ne peut pas porter de jupe sans choquer, c'est du sexisme intériorisé. Mais cette lecture purement morale simplifie à l'extrême une réalité sociologique hyper complexe. Oui, les vêtements sont des constructions culturelles. Un homme en kilt en Écosse, c'est traditionnel. En France, un garçon en jupe à l'école, c'est vu comme une provocation. Et pourquoi ? Parce que les vêtements ont une charge symbolique forte liée à l'histoire, aux rôles sociaux et à la perception collective du masculin et du féminin. La sociologue Mona Ozouf souligne que les normes vestimentaires ont toujours servi à marquer l'identité sociale et genrée dans toutes les civilisations. Les transgresser entraîne nécessairement une forme de rupture pas toujours bien acceptée. Et réduire ça à du sexisme, c'est occulter l'essentiel. C'est pas nécessairement parce qu'on méprise ce qui est féminin qu'on rejette un garçon en jupe. C'est parce que le masculin et le féminin ont des fonctions différentes dans l'imaginaire collectif. Et cette différence ne vient pas uniquement d'une oppression culturelle, mais aussi de différences perçues, intériorisées, parfois biologiques et largement partagées dans toutes les cultures humaines. Par exemple, une étude publiée dans Evolution and Human Behavior en 2011 a montré que dès l'âge de 9 mois, les bébés manifestent des préférences différenciées selon le genre, des objets mobiles pour les garçons et plutôt visages pour les filles. Ce qui indique que tous les comportements ne sont pas que socialement induits. Mais alors, et l'enfant dans tout ça ? L'enjeu, c'est pas que chacun puisse porter ce qu'il veut à tout prix, mais que cela ne devienne pas une injonction inverse. Tu dois porter une jupe pour montrer que tu déconstruis le patriarcat. Imposer à un enfant de faire un geste militant, c'est aussi une forme de pression. L'éducation positive dérive parfois vers cette logique idéologique. Utiliser un enfant pour mener des combats d'adultes au lieu de lui transmettre des repères stables et de le laisser construire son identité à son rythme. Le fait qu'on parle de tester les limites, en fait, c'est déjà voir l'enfant comme une espèce d'entité qui vient, je vais être très vulgaire, hein, mais qui est là pour nous faire chier. Et ça, c'est absolument pas ce qu'est un enfant, en fait. L'enfant ne vient pas tester des limites. L'enfant cherche un repère, en fait. Il cherche un repère. Et c'est à nous de lui fournir. Mais ce repère, il doit avant tout être pensé dans le cadre de ses droits. Alors certains soutiennent que quand un enfant teste les limites, l'adulte projette ses propres schémas de pouvoir et qu'il faudrait éviter d'interpréter cela comme de la provocation. Mais où on va ? C'est une idée à la mode. Parler d'adultisme dès qu'un adulte affirme une limite, mais ce raisonnement pousse trop loin la déconstruction. Oui, un enfant teste parce qu'il apprend. Un enfant ne naît pas avec des repères sociaux. Il apprend par expérimentation, et cela inclut tester ce qu'il faut faire ou non. Mais tester, ce n'est pas neutre, c'est une façon de demander une réaction. Quand un enfant jette volontairement un objet alors qu'on lui a dit non, il observe ce qu'il se passe, il cherche une limite parce que les limites le rassurent. La pédopsychiatre Catherine Dolto le rappelle, l'enfant a besoin de frustration pour se construire. C'est par la frustration qu'il apprend la régulation émotionnelle, la tolérance à l'attente et le respect de l'autre. Dire non, c'est pas dominer, c'est protéger. L'idée que toute forme de cadre serait une domination est une erreur d'interprétation. Dire non, c'est aider l'enfant à comprendre le réel, c'est lui donner une boussole dans un monde complexe. Une étude de l'université de Stanford en 2014 a montré que les enfants élevés dans un environnement avec des règles claires développent une meilleure gestion du stress, un meilleur sens moral et plus d'empathie sociale. Quand on refuse de poser des limites au nom de l'écoute totale, on bascule dans l'abandon collectif. On croit donner de la liberté, mais on prive l'enfant de structure. Le résultat, anxiété, instabilité, comportement tyrannique. Et avec cette éducation positive, on arrive à l'excès inverse. L'enfant roi. L'enfant livré à lui-même, sans frustration, sans cadre, devient souvent un enfant hyper contrôlant, voire agressif. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune prise sur la réalité. Il se sent tout puissant, mais aussi en insécurité constante, car personne ne le ramène à la réalité. C'est pas de l'adultisme que de dire stop, c'est une preuve d'amour éducatif. Mais alors, le vrai problème de l'éducation positive, c'est pas la bienveillance, c'est l'injonction déguisée. Si tu n'adhères pas, t'es vite catalogué. T'es un parent trop dur, rigide, voire violent. Comme si poser des limites, c'était déjà une forme d'oppression. Le résultat, des parents culpabilisés et des enfants fragilisés. Parce que cette éducation-là, aussi douce soit-elle, n'arme pas l'enfant à la réalité. Elle la laisse croire que le monde est à son image, toujours compréhensif, toujours patient,
toujours à l'écoute de ses émotions. Sauf que dans la vraie vie, personne ne va t'attendre pour réguler ton émotionnel. Le monde est très dur, il est injuste, il est exigeant, et pour y survivre, un enfant n'a pas besoin qu'on lui dise « fais comme tu veux ». Il a besoin qu'on le prépare, qu'on lui apprenne l'effort, la frustration, la responsabilité. Et parfois, ça passe par le conflit, la sanction, le désaccord. C'est pas de la violence, c'est de la force éducative. L'éducation positive a quand même une qualité, elle veut protéger. Mais elle a un défaut majeur, elle oublie de préparer. Et une protection sans préparation, ça crée des adultes fragiles, pas libres, pas épanouis, juste perdus. Alors à tous ceux qui veulent déconstruire toute autorité parentale, je vous le dis franchement, éduquer, c'est pas renoncer, c'est s'engager. Allez, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, partage et dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et ciao!